S'annonce le rallycross de l'Oéac en Bretagne, une production de FR3 Rennes, des commentaires de Loïc Mathieu pour une manche très spectaculaire certainement du championnat de France. Oui, merci Nelson. Effectivement, une manche très spectaculaire. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne, mais je pense que cette fois, les téléspectateurs peuvent voir apparaître sur leur écran la numéro 39. Il s'agit de la voiture de Yannick Guillotin qui est en tête de sa manche de Division 1. Nous allons commencer ce reportage par cette division, la Division 1. Et dans l'autre reportage, celui que vous suivrez un peu plus tard, eh bien vous verrez le plus spectaculaire du rallycross, les grosses têtes, les gros cubes, les grosses vedettes, c'est-à-dire la Division 2. Eh bien cette première manche de Division 1 vient d'être remportée par Yannick Guillotin devant Jean-Pierre Maurice et Didier Kardec qui court ici chez lui puisqu'il s'agit d'un breton, car ne l'oubliez pas, le circuit de l'Oéac par où est arrivé le rallycross en France eh bien, est situé au sud-ouest de Rennes, environ une trentaine de kilomètres. C'est un peu le temple en France du rallycross et depuis évidemment il s'est développé. Tout à l'heure nous allons assister à cette manche que vous découvrez, mais s'il y a une légère interruption, c'est comme vous le disiez tout à l'heure Nelson, que le rallycross est très spectaculaire, malheureusement pour Denis Lepas qui a fait un sublime toit dans cette manche et qui s'est retrouvé là bien esselé sur la piste, puisque maintenant tous les autres concurrents ont quitté la piste. Eh bien, ce que je vais vous proposer tout de suite, parce que nous avons pris nos précautions, car nous avons maintenant l'habitude de ce genre de mésaventures, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est de vivre quelque chose qui s'est déroulé ce matin. C'est aussi une manche de Division 1, mais avec quelques têtes d'affiche, dont Jean-Luc Payet. Alors, si vous êtes prêts à m'envoyer cette manche, je pense que c'est celle-ci qui apparaît sur mon écran. Voilà, c'est bien ça, puisque je reconnais Jean-Luc Payet avec sa voiture BX GTI 16 soupapes, la numéro 3, c'est lui. Il prend la tête, il est deuxième du championnat de France, du championnat de France, et ici, il est en tête de la manche, avec dans ses roues Francis Morel, Bernard Bertrand, Jean-Claude Maquetto qui nous avait habitués à beaucoup mieux, et Philippe Chanoine. Ce sont tous d'excellents pilotes, et pour me confirmer tout ça, eh bien, j'ai pris à mes côtés Marc Demars qui, lui, suit régulièrement le rallycross et je crois que ces pilotes font partie des meilleurs de Division 1. Absolument, oui. Pour aller un petit peu plus loin, il faut rappeler aux téléspectateurs que cette Division 1 regroupe les gros pas du championnat de France des rallyes. Ce sont toutes des voitures 2 roues motrices. Effectivement, ce sont d'excellents pilotes puisque là, nous avons entre le premier et le 10e au classement du championnat de France Division 1, alors que... Eh bien devant, de toute façon, c'est Jean-Luc Payet qui est devant Francis Morel sur une R11 Turbo. La Citroën BX GTI de Jean-Luc Payet n'est peut-être pas au mieux actuellement, mais elle a fait quelques exploits puisque Jean-Luc Payet compte quand même 2 victoires et qu'il a réalisé de bonnes choses à Limoges et Lunéville. Lunéville, c'était la manche du championnat d'Europe de rallycross. Ici sur votre écran, Philippe Chanoine et sa R21 Turbo. Jean-Luc Payet donc avec 190 chevaux sous le capot et 892 kg de poids de sa voiture, mais c'est peut-être un peu un manque de chevaux par rapport au meilleur dans cette division 1 étant Christian Meignet. Tout à fait, puisqu'effectivement dans cette division nous retrouvons des voitures qui peuvent aller jusqu'à 500 chevaux comme la Holden Commodore et sinon ça tourne effectivement entre 200 et 250, 280 chevaux. Jean-Luc Payet est toujours en tête devant la R11 Turbo de Morel qui a participé dernièrement au championnat d'Europe par équipe à Maasmechelen en Belgique et qui s'était d'ailleurs très bien comporté. Si Jean-Luc est un excellent pilote de rallycross, eh bien, il faut bien avouer que sa voiture est peut-être un peu dépassée par les deux Ford, Marc, puisqu'on a l'impression que c'est la puissance de la voiture qui domine réellement Jean-Luc Payet et sa machine. Attention, je ne veux pas enlever de mérite à Christian Meignet et à Michel Gouard qui sont d'excellents pilotes, mais enfin Jean-Luc Payet, on l'a vu, dans les courbes et dans les endroits techniques, se rapproche des deux grosses voitures. Vous verrez vous aussi tout ça tout à l'heure. Mais malheureusement, dans les portions où il y a de la puissance, eh bien, il est largement battu
par les Ford. Regardez d'ailleurs comment pilote Jean-Luc Payet, c'est du travail très propre. Vous l'aurez remarqué tout de suite, quand il y a de la poussière, quand il y a de la boue, il vaut mieux être devant. C'est ce que fait Jean-Luc Payet en prenant un excellent départ ici devant la numéro 27 de Francis Morel. Voilà Marc, ça va mieux quand on a l'image, n'est-ce pas? Absolument, oui. Voilà, oui. Et Philippe Chanoine, oui. Oui, rappelons également aux téléspectateurs que le propre du rallycross est une course avec changement d'adhérence constant, puisque les circuits en France sont composés pour majorité de 50% de bitume et 50% de terre. Donc effectivement, au moment où on quitte la partie bitumineuse, on arrive sur la terre et il y a un changement d'adhérence très très important. Et si vous avez vu là Philippe Chanoine ouvrir sa portière, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la frime, c'est tout simplement que les pilotes au cours d'une manche dépensent beaucoup d'énergie. De plus, il fait très très chaud dans l'habitacle. Alors un petit mot, parce que là je pense qu'on va partir bientôt. On va repartir avec une autre manche où on verra apparaître d'autres pilotes de Division 1, tels que Pascal Leboucher, Olivier Baron, Philippe Legrand, Bernard Bertrand, c'est l'un des bons de cette Division 1, et Michel Masson. Alors un petit mot simplement du circuit, ou alors peut-être qu'on va peut-être aller voir directement Jean-Jacques. Jean-Jacques Bray, vous êtes à la ligne de départ pour la grille. Oui Loïc, nous sommes sur la ligne de départ où se présentent 4 voitures. Voilà, pour assister à ce départ, eh bien je vous laisse suivre la course. Alors que Philippe Legrand est resté sur la ligne de départ, c'est donc Bernard Bertrand sur sa Golf GTI 16S qui est parti en tête, devant Olivier Baron sur une R5, suivi également par une R5, c'est Michel Masson, voilà. Alors le départ, Marc, on ne le dira jamais assez, très important, mais il y a quand même possibilité sur ce circuit dont je voulais vous parler de doubler. Absolument. Il y a de la puissance, c'est sûr. Là, justement, où Bernard Bertrand se trouve, il faut faire appel à la puissance de la voiture. Mais il y a des endroits très techniques où on a la possibilité de tourner. Regardez le travail du pilotage. Bernard Bertrand, suivi d'Olivier Baron et de Michel Masson, qui ont déjà fait le trou, puisque Philippe Legrand est distancé. Tout à fait, le départ est primordial en rallycross, mais enfin je crois que c'est quelque chose que l'on retrouve également dans toutes les courses de circuit, toutes les courses en peloton. On le retrouve également en F1 où il est également difficile de doubler. C'est vrai qu'ici à l'OEA que la piste est très large. 16 mètres. Absolument, et donc nous avons deux grandes portions de ligne droite où là les chevaux peuvent parler et ce sont les endroits où effectivement les voitures de grosse puissance peuvent doubler. Le reste du circuit étant plus technique va faire appel à la dextérité des pilotes et il y a également quelques courbes où il est possible de doubler. En haut de votre écran, cette voiture noire et rose, la 22, pilotée par Jean-Pascal Bevion, une Golf 16 sous pattes. À ses côtés, la 32 de Jacques Chancez, une R21 Turbo, également une R21 Turbo, numéro 48 de Gilles Lallemand. Et la dernière, la 64 de Fabrice Demoisan, qui reste au départ. Voilà, c'est parti alors que Pascal Bevion passe à l'intérieur. Non, il vient d'être pris à l'extérieur par Gilles Lallemand sur sa 21 Turbo, qui possède effectivement un tout petit peu plus de chevaux que la Golf GTI de Pascal Bevion, suivi en 3e position par Jacques Sanchez. Et il y a eu encore un mauvais départ, celui de Fabrice Demoisson et de sa R5 GT Turbo, qui est tout simplement resté sur la grille de départ. C'est le genre de choses à ne pas faire, car on regarde depuis le cockpit de sa voiture ce qui se passe à l'extérieur, et ce qui se passe à l'extérieur est tout à fait favorable à Gilles Lallemand, qui a pris le meilleur départ. En tous les cas, il précède pour l'instant Pascal Bevion. Une manche un petit peu plus disputée que celle que nous avons pu voir précédemment. Alors que la deuxième R21 Jacques Sanchez semble avoir quelques petits problèmes puisqu'il a ralenti légèrement le pas. L'Allemand toujours en tête devant Pascal Bevion alors qu'ils viennent d'entamer leur deuxième tour. Et qui est attaqué, trop bien attaqué. Il a pris trop large, il a dû laisser passer Pascal Bevion. Pascal Bevion en tête devant le 48, Gilles Lallemand. Et logiquement, Marc, si Gilles veut repasser, il va falloir qu'il le fasse au même endroit et au freinage. Tout à fait, à moins que Pascal Bevion ne fasse effectivement également une erreur au freinage ou une erreur dans un virage. Et nous
content sur Gilles Lallemand, effectivement, il est à l'affût derrière et la moindre erreur de Pascal Bévian, je pense qu'il en profitera pour passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors c'est là où tout à l'heure Gilles Lallemand a pris trop large. Si vous prenez trop large, vous allez dans la poussière. Et alors là, c'est... Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, absolument. Ah non, il essaie de repasser la corde, mais non, il n'a pas pu. Alors Gilles Lallemand à nouveau en tête, devant. Fort de son expérience dans le tour précédent, là, il a guetté effectivement l'erreur de Pascal Bévian et il l'a passé exactement de la même façon à l'intérieur. C'est très très difficile au fil des manches puisque les trajectoires se décident fortement sur la piste et qu'ensuite il ne faut plus en sortir à cause de la poussière. Là ça va mieux, là où ils sont ça va mieux puisqu'il s'agit de bitume, c'est la ligne droite. Là, pas trop question de doubler, mais c'est ensuite que l'on peut doubler. Voilà, il va essayer de se repositionner juste dans le tuyau d'échappement. Là il ne pourra pas là. Là, il ne pourra pas, mais c'est pourtant là où on peut doubler. Là, il ne pourra pas, Bévoine. Non, il est un petit peu loin. Et puis, effectivement, si l'Allemand ne fait pas d'erreur, a priori, il n'y a pas de raison. Ils ont fait 2 erreurs chacun. Alors, ils ne vont pas recommencer pour nous faire plaisir. Et pourtant, c'est ce qui plaît au public, évidemment, quand ça part de tous les sens. Ça plaît au public, mais une trop large glissade pour un pilote, eh bien, c'est une erreur de pilotage. Et là, ils essaient de serrer au maximum leur trajectoire. Ah, ils pilotent bien, pourtant, Bévoine derrière, hein, Pascal Bévoine. Tout à fait, et ça dénote l'intensité de ces courses qui sont très très courtes puisqu'elles font 4 ou 5 tours suivant les longueurs des circuits et 4 ou 5 tours pendant lesquels il faut rester très très concentré, la moindre erreur étant généralement rédhibitoire. Victoire donc de l'Allemand. Jean-Jacques pour l'autre grille. Oui Loïc, nous sommes encore sur la ligne de départ. Je ne sais pas si vous voyez sur la ligne de départ, juste un petit peu avant, cette tache d'huile qui a été laissée par la voiture de Fabrice Demoison, qui n'est pas parti tout à l'heure. Alors sur la ligne, nous allons retrouver cette voiture jaune, la 56, qui est une Holden Commodore, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur les circuits et qui est pilotée par Jean-Pierre Sauvion. Vous verrez également Patrick Godard, c'est la numéro 47 qui est une Peugeot 309 GTI. Et également la 46 de Michel Desrues qui n'est pas un inconnu de ces circuits et qui est une R21 Turbo. Voilà le départ, Loïc, je vous laisse suivre. Alors sur le papier, ça devrait être la Holden Commodore qui devrait partir le plus vite puisqu'elle a à peu près 500 chevaux. Pardon. Et on va savoir si votre pronostic est juste. C'est Sauvion qui est en tête. Devant Patrick Godard, si j'ai de bons yeux, si j'ai bien suivi ce qui se passait sur votre écran, c'est tout à fait exact. Et ça va vite et c'est impressionnant. Oui, tout à fait, cette Holden Commodore qu'on avait suivi en super tourisme avec Jean-Pierre Jarrier qui est en production. Qu'est-ce qu'il est allé prendre large? Oh là 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 là, oh là, impossible, non, impossible de revenir malgré la puissance. Et justement, il n'a pas su maîtriser la puissance. Et Patrick Godard a su profiter de cette trajectoire beaucoup trop large. Et maintenant, il s'en va devant. Et là, Jean-Pierre Sauvion va faire appel à toute sa puissance pour tenter de revenir là où habituellement, eh bien, on ne le fait pas forcément. Michel Desrues est en 3e position. Oh, très bien joué de la part de Patrick Godard, car il a pris un ascendant fabuleux sur la puissance de la voiture de Jean-Pierre Sauvion. Ça, c'est une très bonne chose. On va voir comment il passe Sauvion là. C'est l'exemple donc des voitures à petite puissance et de ces grosses voitures qui, en ce qui concerne la Holden Commodore, fait à peu près 500 cheveux, où les chevaux là, sont trop large pour Michel Desrues. Très très difficiles à maîtriser. Il suffit d'appuyer un petit peu trop fort sur la voiture, sur l'accélérateur, pardon, et elle aurait tendance à partir en travers, surtout s'il sort de la trajectoire qui est très très poussiéreuse et très glissante. Et la voiture que vous avez vu sortir dans un bac à sable est celle de Michel Desrues. Au revoir Michel, on vous reverra bientôt, je l'espère. Et pendant ce temps-là, Jean-Pierre Sauvion fait du clignotage sur Patrick Godard. À mon avis, il ne reviendra pas. Et Patrick Godard qui est un ancien du rallycross puisqu'il avait gagné la Coupe 205 GTI Peugeot SO rallycross. Et on voit ici qu'il n'a rien perdu du tout de sa maîtrise. Il est très très à l'aise dans cette voiture. Malheureusement, il a eu quelques problèmes techniques. Il a fait pas mal de fautes et des tonneaux entre autres sur les courses précédentes. Mais il semblerait qu'il revienne au plus haut niveau. Voilà, Godard toujours en tête. Il faut dire qu'il y a à peu près 300 à 350 chevaux d'écart entre cette 309 GTI et la Holden Commodore qui est juste derrière lui, maintenant légèrement distancée. Ah, il est revenu, Sauvion, c'est sûr, mais il ne pourra pas. Il reste un seul tour à parcourir. A priori, les seuls endroits où vous pourrez le rattraper sont dans ces grandes portions de ligne droite où là, les chevaux peuvent parler. Il s'est mis en travers d'ailleurs pour être en bonne trajectoire sur le bitume. Et Patrick Godard ne s'en laisse pas compter. Il a godasse de plomb, comme l'on dit, chez les pilotes. Et c'est du tout à droite. Godard toujours en tête devant la Holden Commodore de Jean-Pierre Sauvion.
qui nous fait un magnifique travers. Ouais, là, c'est beaucoup trop tard pour espérer revenir. Oh, superbe travers, là-bas on l'a vu en dehors de votre écran, malheureusement pour vous, de Sauvian. Et alors que Trocro avec sa Héron turbo est sorti également dans le bac à sable. Et dans le même endroit que Michel Desrues tout à l'heure. Premier, Jean-Pierre Sauvian. Et deuxième, eh bien, premier, pardon, Patrick Godard. Et deuxième, Jean-Pierre Sauvian. Jean-Jacques, on vous retrouve sur la ligne? Oui, sur la une où de nouveaux clients et très sérieux cette fois-ci se présentent, à commencer par la R21 Turbo de Jean-Jacques Bénézet qui porte le numéro 5. À ses côtés, la numéro 43 de Gérard Bonnet, c'est une BMW 325i. La numéro 23 de Pierre Brunetti, c'est une Fiat Uno Turbo. Celle qui s'écarte, là peut-être vous la découvrez sur l'écran, c'est une Peugeot pilotée par le local du coin, Ségolène. Et à ses côtés, le numéro 12, Jean-Claude Maquetto, qui pilote lui une BM 325i. Et je vous dis, on s'affaire toujours sur la ligne de départ pour essayer d'effacer ces taches d'huile laissées par la voiture tout à l'heure. Oui, je comprends, parce que ça peut être un peu handicapant pour celui qui se trouve en face. Et celui qui se trouve en face, c'est Ségolène. C'est André Ségolène, exact. Oui. Jean-Jacques Bénézet la marque, hein, normalement. A priori, oui, bien que généralement les propulsions peuvent démarrer un petit peu plus fort. Nous avons 2 propulsions contre 3 tractions. Nous allons voir un petit peu ce que ça va donner. C'est un moment également très intense au départ et avoir beaucoup de concentration au moment du lever du drapeau du directeur de course. Alors je vous rappelle, Jean-Jacques Bénézet, R21 Turbo, 270 chevaux, 1126 kg. Il a 2 victoires en début de saison. Il est 3e du championnat de Division 1. Il a le numéro 5, mais l'un de ses adversaires les plus sérieux, un habitué des rallycross, c'est le numéro 12, Jean-Claude Maquetto. À suivre donc, eh bien justement, peut-être la 12, non, ça sera... si, c'est Bénézet qui a pris le meilleur départ. Il a quand même été fortement inquiété. Par Pierre Brunetti avec sa petite Uno Turbo qui se débrouille également très bien. Oui, elle est pourtant petite. Hein. Exactement. 3e position Gérard Bonnet, suivi par son compère Jean-Claude Maquetto qui est sur 25 livres. Et en dernière position, Gérard Bonnet, ça y est, sorti également trop large dans le même virage. Il semblerait que ce virage ne leur réussisse pas trop. Hein. Et oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Marc. La poussière s'accumule et si on prend... Oh là là, quelle attaque là encore. Si on prend trop large, eh bien on sort. Et si je suis un peu perturbé, c'est tout simplement parce que la petite voiture de Jean-Pierre Brunetti inquiète la grosse de Jean-Jacques Bénézet. Et Jean-Jacques Bénézet a bien du mal à contenir les assauts. C'est quand même fou ça. Et derrière Jean-Claude Maquetto. Et un peu plus loin Ségolène, qui est distancé maintenant, mais qui terminera sur 4e. Jean-Jacques Bénézet est toujours en tête, effectivement devant Pierre Brunetti. Ils arrivent dans le virage maudit puisque plusieurs voitures sont déjà sorties à cet endroit. Jean-Claude Maquetto tente de faire l'intérieur à Brunetti, il ne parvient pas. Et vous avez vu sur la piste, il passe également un petit peu. Il est passé. Est-ce qu'il est passé? Oui, il est passé, absolument. Ouais. Il semblerait que Pierre Brunetti ait des problèmes avec sa voiture puisqu'il est au ralenti sur le bord de la piste. Et je pense que là, Jean-Claude Maquetto va venir chercher Jean-Jacques Bénézet. Ce sont 2 copains dans la vie, ils s'entendent très bien. Et sur les circuits, s'ils peuvent se passer devant, je crois qu'ils s'en priveront pas. Et Ségolène fait une bonne opération, puisque maintenant il est 3e. Maquetto, qui poursuit là-bas Jean-Jacques Bénézet. Sont sortis Gérard Bonnet et Brunetti. Mais Brunetti sur ennui mécanique. Bonnet sur... faute de pilotage, il a pris trop large dans le sous-virage que vous venez de voir. Maquetto qui lui le connaît bien puisqu'il connaît le EAC, d'ailleurs comme Jean-Jacques Bénézet, qui assure quand même, hein, il assure bien. Ah ouais, ce sont 2 vieux briscards du rallycross, ils font du rallycross depuis ses débuts, ils ont une dizaine d'années d'expérience et effectivement... Et ce qui est amusant, c'est que ça paraît facile comme ça, et c'est pas facile du tout pour tenir la trajectoire. Bénézet ne veut pas ouvrir la trajectoire, cela s'entend. Il cherche ses appuis, il les calcule bien, appui-attaque, ou attaque-appui comme vous le voulez, mais il n'ouvre pas la porte à Maquetto qui revient dangereusement. C'est là où Maquetto pourrait passer, s'il ne passe pas là, il ne pourra plus passer. Et Bénézet s'est donné assez d'air pour prendre toujours la tête. Voilà, il est allé le chercher, le rapporteur Bénézet. Et Maquetto derrière, ce sera comme ça jusqu'à l'arrivée, à mon avis. À moins que Maquetto nous fasse une petite surprise là, où Bénézet semble moins à l'aise sur cette portion de circuit. Oui, effectivement, enfin je fais confiance à Jean-Jacques pour... Il va essayer. Non, trop tard, il a fait une petite glisse, ce sera fini. C'est l'arrivée juste après ce virage. Voilà. Dans un mouchoir. Merci messieurs, Jean-Jacques Bénézet en tête devant
Maquetto. Et puis derrière, eh bien, ce sera André Ségolène. Et on retrouve Jean-Jacques Bray sur la grille de départ. Oui, sur la ligne de départ où nous n'allons pas quitter la division 1 puisque nous retrouvons pour l'instant, il y a 4 véhicules sur la grille, peut-être un 5e tout à l'heure. En tout cas, en haut de votre écran, vous pouvez découvrir le numéro 49 qui est une BM M3 pilotée par Pierre Flamand. À ses côtés, le 54 de Bernard Gestin qui est certainement le client le plus sérieux de cette manche. Bernard Gestin, numéro 54 sur une Golf 16 soupape. À ses côtés encore la numéro 19 de Philippe Poujol. C'est une Saab 900, un G16 soupape. Et le numéro 309 qui est piloté par Jos Stekerns et qui est une Ford XR4 TI. Voilà alors le X sans doute 4 pilotes seulement pour cette manche. C'est parti, ça pousse fort pour Philippe Pouzol. Philippe Pouzol. Pouzol à l'extérieur, Oh là là, oh là là. Et c'est Gestin qui... Oh non, Pouzol va repasser. Oh là, il a pris trop large, Gestin. Ouais, bien sûr. À moins qu'il revienne à la corde. S'il revient, alors là, chapeau. Formidable. Ah bravo. Ah bravo, parce que ça, il fallait le faire. Il a été écarté de la première place. Et oui, bien sûr. Et Pouzol, il va faire les frais, puisque le Belge s'intercale. C'était bien vu de la part de Pouzol, mais c'était encore mieux vu de la part de Gestin, qui s'est embarqué très très large et qui a attaqué ensuite à la corde et qui est donc en tête devant le Belge, Jos Sterkens. Et derrière eux, eh bien, il y a Philippe Pouzol et en 4e position, Pierre Flamand. Là, ça va très fort. On sent qu'on entre déjà dans le haut du classement de Division 1. Tout à fait, oui, ce sont les pilotes qui ont réalisé entre le 10e et le 5e meilleur temps à l'addition de leur manche qualificative. Et ça va déjà beaucoup. Je pense que le Belge va essayer de venir chercher Gestin qui a un petit peu moins de chevaux cuits. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la bagarre propulsion, traction. Et suivant les qualités de pilotage de chaque pilote, suivant la configuration du circuit, on n'a pas réussi encore à trouver un ordre de priorité, un ordre de grandeur entre ces deux. En général, quand même, Marc, il vaut mieux avoir une propulsion pour le départ, non? Sur le papier, oui, quoique après ensuite ça dépend du revêtement. S'il pleut, on doit s'en sortir logiquement un petit peu mieux avec une traction qu'avec une propulsion. S'il y a beaucoup de lignes droites, on sera mieux avec une propulsion. C'est très aléatoire. Et à 2 tours de l'arrivée, en tête Bernard Gestin, Jos Sterkens qui ont fait le trou. Gestin ne commet jusqu'à présent aucune faute. Oui, d'autant plus que le Belge a tendance à sortir un petit peu large et effectivement on se retrouve dans ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce de poussière qui est dégagée par les pilotes hors trajectoire et qui fait une surface très 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 glissante pour les voitures. Bien en tête, bien installé en tête maintenant. Et qui s'en va vers une victoire puisqu'il lui reste un seul tour. Ça m'étonnerait qu'il commette une erreur maintenant. Et Pouzol a nettement rétrogradé en 3e position. Et tout à fait là-bas, derrière, au bout de l'objectif du monsieur que vous avez vu, eh bien, Pierre Flamand. Bernard Gestin. Il faut tenir le volant, c'est sûr. Jos Sterkens. Le Belge qui sort toujours très 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 large. Ce sera une victoire de Bernard Gestin. Il bloque serveur et reprenage. Ce sera même une superbe victoire de Bernard Gestin devant Jos Sterkens. Et puis bien derrière Philippe Pouzol et puis Pierre Flamand qui nous fait une petite figure après l'arrivée. Voilà. Et puis comme on me demande de vous rendre l'antenne, eh bien ce que nous allons faire, nous pendant que vous allez suivre Sport Loisirs bien sûr, puisque j'espère que vous restez avec nous, pendant que vous envoyez ces images, eh bien nous allons enregistrer la dernière manche qui sera sûrement la plus belle. Et puis on vous remontrera tout cela tout à l'heure à 16h30 pour les grandes vedettes du rallycross à l'OEA. Quelle heure à tout à l'heure. Effectivement, ils sont sous les capots les chevaux et ils vont bien, les chevaux de la coupe Peugeot, avec pour l'instant en tête de cette finale C à l'OEAC Boussard qui
porte le numéro 14, suivi de Berthelot si rien n'a changé. Mais tout évolue dans cette formule Coupe Peugeot puisque chacun des pilotes possède le même moteur, les mêmes chevaux, comme vous disait Nelson, même si quelques-uns ont des portières légèrement entrouvertes, comme c'est le cas de Durand qui a dû subir une pression de son adversaire direct, de celui qui le suit, autrement dit Berthelot. Eh bien, tous possèdent la même machine. C'est pour cela que c'est autant spectaculaire, Marc. Oui, c'est l'intérêt de cette formule de promotion Peugeot Espoir Rallycross qui regroupe donc une trentaine de pilotes sur ce championnat de France. Ils ont tous une Peugeot 205 GTI qui est équipée d'un kit PTS. Et cette formule donc met en exergue les qualités de pilotage de chacun, mais également les qualités de préparation. Et en tête donc, Boussard. Il s'agit donc de la finale C, ceux qui ont fait un moins bon chrono que tous les autres. Et Durand est en deuxième position, suivi toujours de Berthelot. Durand, c'est celui qui a la portière légèrement ouverte et qui a dû subir une formidable pression. Un passage très serré de la part de Berthelot. Formule très spectaculaire puisque là les voitures partent à 8, d'habitude ils ne sont que 7 sur cette série et 8 voitures donc disposées sur la grille 2 par 2, un petit peu comme en Formule 1 et tout le monde part le plus rapidement possible. Regardez comme il fait le forcing Berthelot pour reprendre la place qu'il avait perdue. Berthelot qui est actuellement 4e au classement du championnat de France de cette coupe de promotion. Et là, Berthelot qui a voulu venir attaquer Boussard et qui finalement a commis une erreur et s'est retrouvé en 3e position. Ah oui, il faut suivre constamment, mon cher Marc, parce qu'on perd évidemment très facilement le premier, tellement ça va vite. Et derrière, la bagarre est aussi intense. Oui, Boussard, donc toujours en tête devant Durand. Dans la poussière, tout ça dans la poussière, et vous voyez que chacun a effectivement la même puissance, puisqu'on se regroupe dans les portions où on fait appel à la puissance. Et le reste, eh bien, il s'agit du pilotage, et c'est tant mieux pour le spectacle. Boussard, Durand, Berthelot, je vais quand même vous donner les autres à suivre quand ils passeront devant moi, car ils ont autant de mérite que les autres après tout, et eux aussi assurent le spectacle. Un spectacle suivi ici par 20 000 spectateurs. Durand, pardon, numéro 10, qui est en deuxième position. Le premier, vous ne le voyez pas là sur votre écran. Juste derrière lui, Berthelot. Ensuite, c'est Galland. Ensuite, Gouget. Derrière dans la poussière, j'ai pas vu, mon cher Marc. Ensuite, c'est Dufour et en dernière position, Potenza. Voilà, eh bien, on vous les a donnés dans l'ordre de l'arrivée. Et donc, on rappelle aux téléspectateurs que les 2 premiers de cette manche sont repêchés et pourront donc partir en dernière ligne de la finale B de cette coupe de promotion. Et tout à l'heure, je vous ai promis de voir la meilleure des manches qualificatives de Division 2. Eh bien, je vous propose maintenant de la suivre. Ensuite, sur le bord de la piste, on ira retrouver Jean-Jacques Bray qui est en compagnie de Jacques Aïta. Voici cette manche. Alors, il y a Jean-Luc Payet, bien sûr. Il y a la numéro 28, Christian Meunier. C'est lui qui est en tête du championnat de France. Division 1, oui. De Division 1, oui. J'ai dit Division 2, c'est peut-être pour cela que vous montrez Division 1, oui, d'accord. Tout à fait. Voilà, et Michel Brouard. Alors, ils sont tous les deux des Ford de Cosworth RS 500 pour Brouard et Ford Sierra Cosworth pour Christian Meunier. Et il nous offre à chaque passage sur la piste un spectacle inouï, chacun essayant de prendre l'ascendant sur l'autre. Ils ont à peu près la même façon de piloter et une petite puissance de différence, et en tous les cas une énorme puissance de différence pour la voiture numéro 3 qui est une BX, celle qui est en 3e position et qui porte effectivement le numéro 3, celle de Jean-Luc Payet, et qui est une Citroën BX GTI 16 soupape. Et en plus, non seulement, regardez cette superbe attaque de Michel Brouard qui n'a pas réussi à passer, et Jean-Luc Payet manque effectivement de chevaux pour essayer de s'imposer. C'est lui le tenant du titre.
Mais cette année, eh bien, il sera, je pense, battu puisqu'il ne reste plus que 2 épreuves, c'est ça, Marc? Oui, c'est ça, il reste 2 épreuves, Mayenne et Paris-Trappe. Hein. Oui. Alors Michel Brouard et Christian Meunier qui ont 2 voitures identiques extérieurement, mais effectivement la différence se fait à l'intérieur et sous le capot, puisque la voiture de Michel Brouard est une RS 500 qui développe environ 500 chevaux, alors que la voiture de Christian Meunier, qui est une Sierra Cosworth, a environ 280 chevaux. Et là, on s'aperçoit que les cabinets de pilotage peuvent priver, puisque Meunier n'est nullement distancé et attaque constamment à tous les tours Michel Brouard. Vous allez voir même tout à l'heure une super bataille, je dis vous allez voir, parce que effectivement nous l'avons déjà vécu. Ce que vous voyez, je vous rappelle, c'est du différé, nous l'avons enregistré il y a quelques minutes. Jean-Luc Payet derrière, Meunier, Brouard, et Meunier, regardez, qui essaie d'attaquer Brouard, qui fait l'intérieur. Mais alors là, la puissance de Brouard va lui donner l'avantage, un très net avantage dans la seule portion d'ailleurs où la puissance peut faire la différence. Et Meunier va être obligé de s'incliner pour ce tour-là. Mais ne vous inquiétez pas, là il essaiera encore une fois. Brouard, Meunier. Et derrière, eh bien c'est Jean-Luc Payet. Et c'est dans cet ordre qu'ils vont arriver. Voilà Jean-Jacques, on peut vous retrouver maintenant si vous voulez en compagnie de Jacques Haïta. Je vais vous dire tout de suite pourquoi Jacques Haïta, nous l'avons invité. C'est tout simplement parce qu'il a été champion de France et après une saison un peu oubliée, eh bien il fait un retour à la compétition. Jean-Jacques. Oui Loïc, et Jacques Haïta est un peu le grand malchanceux de cette journée. On comptait le retrouver ici à l'OEAC où il avait particulièrement brillé il y a seulement quelques années avec une Audi Quattro. Alors Jacques, vous êtes un peu déçu? Ah oui, on est un petit peu déçu, d'autant plus qu'on avait énormément travaillé sur cette voiture. On y croyait vraiment, c'était un petit peu le circuit pour les tractions. On pensait faire une bonne prestation, mais malheureusement, nous avons eu un bris de moteur au warm-up ce matin. Alors pour ceux qui ne vous ont pas vu tourner, c'est une Golf 16 soupapes. Là, c'est une Golf 16 soupapes que nous avons entièrement reconstruite dans nos ateliers. La mécanique était faite chez notre ancien préparateur Tunic Motor à Ostend. Et le taux est très performant. C'est le match que nous avons eu cette casse de moteur. Alors à 2 épreuves de la fin, quel est votre projet? Oui, il y a beaucoup de bruit ici, Loïc. Oui, quels sont vos projets à 2 épreuves de la fin? Vous allez courir les 2 dernières manches? Oui, ben, j'espère qu'on fera une très bonne prestation dans 15 jours à Mayenne. Nous allons refaire un nouveau moteur. J'espère que nous aurons toutes les pièces disponibles. Et puis pour la finale au Grand Prix de Paris, j'espère là, c'est un circuit vraiment pour les tractions. On devrait bénéficier d'une voiture exceptionnelle. Même voiture en 90, Jacques? Ah, pour 90, nous avons de nouveaux projets. J'espère qu'on pourra les réaliser si on trouve le financement. Ben voilà un homme confiant, Loïc. Bien, et puis nous allons donner un petit coup de chapeau à la Division 3 puisque nous sommes en direct, non pas un coup de chapeau réel à André Breton qui a tenu la tête de cette finale C pendant quelques tours, 4 exactement puisque nous en sommes maintenant au dernier tour, et qui a échoué là-bas dans un bac à sable laissant la porte ouverte à Hervé Gilles sur une voiture un peu étrange. Est-ce que vous la connaissez cette voiture, Marc, la Gide? Non, vous ne savez pas ce que c'est, ben moi non plus, je dois l'avouer. C'est une étrange machine que j'ai vue pourtant courir il y a quelques années en rallye. Et en course de côte, effectivement, oui. Et qui pour l'instant est en tête de cette finale. C'est sûrement pas l'engin idéal pour faire du rallycross, mais en tous les cas le rallycross nous permet de suivre et de voir évoluer ce genre de véhicule que l'on ne retrouve plus sur la route. Il précède Roger Février sur une Pisa GTI. Finale de division 1 avec en pole position la voiture 309 pilotée par le belge Jos Sterkens. C'est une Ford XR4 TI. À ses côtés le numéro 49 de Pierre Flamand, c'est une BMW M3. Juste derrière cette voiture blanche, la numéro 43 de Gérard Bonnet qui est une BMW 325 injection. Sur la même ligne la 48 de Gilles Lallemand qui est une R21 turbo. À suivre, et c'était l'un des favoris mais il est assez mal placé dans cette manche, la numéro 7 de Bernard Bertrand qui est une Golf GTI, oui c'est ça, et la numéro 23 de Pierre Brunetti qui est une Fiat Uno Turbo. Voilà, au départ 6 concurrents. 6 concurrents et tous les yeux rivés vers la ligne droite du circuit de l'OEAC, Ille-et-Vilaine. Vous assistez à la 10e manche, la 10e étape du championnat de France de rallycross.
peut-être Jos Sterckens devant ou Pierre Flamand. Ce sera le Belge Jos Sterckens, superbe d'ailleurs ce départ. Oh là là, ça pousse derrière, oh là là. Il a fallu y aller Gérard Bonnet derrière. Eh oui, il fallait bien qu'il y en ait un qui aille. Alors dans la poussière, je suis incapable de vous dire qui y est allé, mais il y a déjà quelqu'un dans le bac à sable. Et Pierre Brunetti qui a tiré son épingle du jeu, puis s'est retrouvé en deuxième position alors qu'il est parti en troisième ligne. Réalisé une très bonne affaire. Oui, alors je crois qu'il y a dû y avoir de la poussette quelque part. En tous les cas, tout s'est clarifié. Alors voilà, ça y est, c'est Gilles Lallemand qui est allé. C'est dommage parce que Gilles Lallemand fait non seulement du spectacle, mais c'est aussi un battant. Il nous aurait montré quelque chose de tout à fait passionnant. Et maintenant, regardez l'habileté de ce Belge, Jos Sterckens. Des chevaux à n'en plus finir sous son capot. Et juste là derrière, cette petite voiture que vous voyez, c'est celle de Pierre Brunetti qui fait vraiment des miracles avec cette petite voiture. Absolument, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de chevaux, mais qui est assez légère, très maniable en traction. Et je pense quand même qu'il a bénéficié effectivement du petit cafouillage qu'il y a eu là-bas après le premier gauche. Il faut vous dire qu'il faut avoir un cœur gros, mais alors vraiment un très gros cœur dans les départs, car il faut éviter de freiner. Si vous freinez, vous êtes battu de toute manière. Alors il ne faut pas freiner, il faut y aller. Et puis ça passe ou ça ne passe pas. Il y a un bac à sable, c'est pas très dangereux. Eh bien, la plupart des concurrents qui osent vont dans le bac à sable. La preuve, mon cher Gilles Lallemand. Et Jos Sterckens est toujours en tête, mais devant ça a changé. Regardez bien derrière. Et oui, Bernard Bertrand vient de passer Pierre Brunetti. La puissance quand même de la voiture de Bertrand a parlé. Et Brunetti se retrouve derrière. Et là, il ne peut même plus l'attaquer. Quant à Gérard Bonnet, il vient de faire tout droit, là où il ne fallait pas. Et il est d'ores et déjà battu. Bernard Bertrand, Brunetti. Et devant Jos Sterckens. 5 tours à parcourir dans ces manches. Si possible, parce que si on les élimine comme ça, les concurrents par l'arrière, il n'en restera plus beaucoup dans cette finale. Alors, celui qui remporte cette finale C accède évidemment à la finale B. Et puis ainsi de suite, on peut retrouver la finale A comme ça. Mais c'est très difficile tout de même. Alors, la situation s'est clarifiée. Et dommage, Bertrand est un peu loin là de Jos Sterckens pour revenir. Oui, on peut penser qu'il aura du mal à revenir effectivement sur Sterckens, à moins que Sterckens se fasse une faute. Il a l'air un petit peu tendu, on l'a vu 2-3 fois partir un petit peu en travers. Et effectivement, à moins d'une faute du pilote belge, il semblerait difficile que Bertrand revienne et lui prenne la première place afin d'accéder à la finale B. Ça va fort en tous les cas pour Jos Sterckens, qui n'est plus loin de son dernier tour. Il va passer une fois encore devant la cabine de comptage. Il ne sera plus qu'à un tour. Et derrière Brunetti vient attaquer Bernard Bertrand. Ah, il est gonflé, autant le dire. C'est un peu trivial comme expression, mais il faut être gonflé pour oser aller attaquer Bernard Bertrand, à qui il rend pas mal de chevaux quand même. Il profite des portions sinueuses du circuit pour essayer de venir lui prendre à l'intérieur ou à l'extérieur, où il attend une éventuelle faute de sa part. En l'occurrence, c'est son moteur qui devrait être gonflé là pour pouvoir attaquer Bernard Bertrand assez efficacement. Et Jos Sterckens. Combien de chevaux sous la voiture de Jos Sterckens? Il y a environ entre 280 et 300 chevaux sur le capot de cette auto. Ouais, il assure là maintenant, Jos Sterckens. Bernard Bertrand sera deuxième. Voilà, il a failli faire un tour droit. Ah oui, il a sous-viré avant l'arrivée, il a failli se faire subtiliser la deuxième place par Pierre Brunetti. Qui était encore à l'affût. Jos Sterckens. Nous allons voir maintenant. Voilà, c'est parti. Alors regardez bien, surtout, les deux premières voitures. Patrick Herbert, BMW 325 4x4, et juste derrière lui, un pilote étonnant de rallycross, Gérard Roussel. R5 Maxi Turbo 4x4, regardez bien, superbe attaque de Gérard Roussel à l'intérieur. Herbert a pris beaucoup trop large et Roussel est passé. Il faut vous dire que Gérard Roussel est le chouchou du rallye cross de l'OEA, car il a fait ici les beaux jours de la manche du championnat d'Europe qui s'était disputé il y a tout juste un an. Il avait remporté ici un fabuleux succès en inquiétant les monstres européens. Une petite précision en ce qui concerne la BMW d'Herbert,
c'est qu'effectivement, extérieurement, ça peut ressembler à une 325i 4 roues motrices, mais sous le capot, il y a un moteur de M1, tout simplement. Un moteur qui développe environ 600 chevaux. 600 chevaux. Oui, absolument. Ça fait beaucoup. C'est une voiture qui a été championne de France de rallycross et qui a été conduite successivement par Max Mamers, Alain Copier. Et Herbert a racheté cette voiture en début d'année et commence à bien la maîtriser. Effectivement, il devrait en fin d'année, si ce n'est l'an prochain, se situer au niveau des tout premiers, des tout bons du rallycross en France. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais remarqué. Donc, il avait fait un début de saison assez moyen et depuis Pau, ça va déjà beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs le 4e chrono des essais. Et l'homme que vous voyez devant, eh bien, lui est en train de faire une saison un peu en demi-teinte. Hein. Il assure plus qu'autre chose. C'est Gérard Roussel, qui est pourtant un excellent pilote de rallycross. Il est fait pour ça. C'est un grand bonhomme, moustachu, avec une démarche d'ours tranquille. Et lorsqu'il entre dans sa R5 Turbo Maxi, eh bien, il devient un accrocheur et un battant. Oui, c'est vrai qu'une saison en demi-teinte, mais bon, sa voiture effectivement n'est peut-être plus aussi performante qu'elle l'était. Les autres concurrents ont fait énormément évoluer leurs autos. Et c'est vrai que Gérard, cette année, a un petit peu de mal. Se situe toujours bien dans les classements, mais aura du mal à prétendre à une place dans les 3 premiers à la fin du championnat de France. Alors, petite précision, tout à l'heure Marc vous disait que la voiture d'Herbert est près des 600 chevaux. Celle de Gérard Roussel, 380 chevaux. C'est tout de même pas la même chose, même si le rapport puissance-poids est intéressant puisqu'elle fait 986 kg et 380 chevaux de puissance, c'est quand même pas la même chose. Et lorsqu'on attaque le championnat d'Europe, alors là je vous raconte pas, là ça devient démentiel et les nordistes de ce côté-là sont d'excellents pilotes et surtout d'excellents préparateurs puisque c'est eux qui en général dominent le championnat d'Europe. Gérard Roussel toujours en tête et autant vous dire que c'est lui qui va l'emporter. Et puis on a eu la chance de pouvoir vous faire quelques petits ralentis qui vont nous permettre de détailler le pilotage de Gérard Roussel et vous allez mieux comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un pilote. Alors quand vous voudrez pour le ralenti, alors qu'on attend évidemment la suite du direct. Voilà, alors Marc, là il y a une leçon de pilotage, vous avez remarqué, oui vous l'avez bien vu, la roue avant gauche face à nous évidemment, c'est décollé, mais Gérard Roussel s'est assuré ce genre de pilotage, il est à l'aise partout et notamment ici à l'OEAC. Vous allez le voir en glisse tout à l'heure, il assure évidemment la glisse. Ouais, c'est une voiture qui est une conduite très particulière, une voiture qui est toujours en glisse, pratiquement à l'équerre dans les trajectoires. Regardez la sortie, c'est fabuleux ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire un baptême de piste avec Gérard en tant que pilote et c'est vrai que c'est un souvenir mémorable et inoubliable. Et on a toujours tendance à avancer comme un crabe. La preuve, regardez, vous allez voir, il y aura une autre courbe derrière cette ligne, pas mal non plus la BMW. Bien sûr, il y a plus de puissance, alors il faut savoir maîtriser, il ne faut surtout pas se mettre trop en travers, car si vous partez en travers avec ce genre d'engin, eh bien bonjour le gazon, mais salut la victoire. Regardez encore ça, c'est il balance l'auto entre les virages pour se remettre en trajectoire. Ouais. Puis là il peut le faire puisqu'il a un peu de bitume. Voilà, à la sortie du virage, il est dans l'axe de la ligne droite et il peut remettre les gaz. Le sujet enregistré, voilà, merci. Voilà, je l'attendais. Et regardez bien le départ de la Porsche. Alors là, il y a des chevaux. Et la voiture que vous voyez, la 31, regardez-la bien. Il vous reste encore 2 épreuves pour la voir. C'est cela, Marc, 2 épreuves. Tout à fait. Dans 15 jours à Mayenne et dans un mois à Paris-Trappes sur le circuit beltoise, puisque ça sera les dernières courses officielles de la 205 T16 Evolution 2 championne du monde. C'était donc la 3e manche qualificative où nous avons retrouvé donc les 5 meilleurs pilotes au niveau chrono de division 2 et il y a environ là sur les 5 voitures qui sont sur le circuit environ entre 2500 et 3000 chevaux au total. Hein. Voilà, alors je vais vous les détailler un peu plus, Marc, si vous voulez, puisque j'avais pris des notes avant. Philippe Bamberg, sa voiture, c'est donc l'ex-voiture de Fréquin, c'est ça, hein. Alors 205 turbo évolution 2, vous l'avez dit, 540 chevaux à peu près, 980 kg, 8 victoires, tenez-vous bien, 8 victoires, une seule défaite à Lunéville. Malheureusement pour Bamberg, c'était la manche qu'il ne fallait pas perdre, c'était le championnat d'Europe. C'est le 2e chrono des essais. Et le premier chrono avait été réalisé par la 3e voiture que vous suivez actuellement, c'est-à-dire celle de Paul Château, une Lancia Delta S4, 480 chevaux. Vous me dites si je me trompe, hein, Marc. C'est ça, enfin on peut tourner la molette et arriver jusqu'à 600 chevaux, mais là c'est la même chose dans la 205. Voilà, victoire à Lunéville pour Paul Château.
et une boîte neuve ici, une boîte de vitesse neuve ici, parce qu'il espérait bien pouvoir battre Vanberg et il voudrait le faire à la régulière avant la fin du championnat. Et la voiture qui s'est intercalée, alors là c'est un petit monstre dans le genre, c'est celle de François Dumas, facile à piloter d'ailleurs cette voiture sur les circuits de rallycross. C'est une Porsche 911 biturbo 4x4 3 litres 3, 650 chevaux, 1247 kg. Et depuis deux courses, eh bien François Dumas revient très bien, il revient au sommet. Et ici il avait fait le troisième chrono et vous voyez, il s'est intercalé entre Vanberg et Paul Chateau. Vanberg et Paul Chateau qui jusque-là dominaient ce championnat de France. Alors ça va tout bien pour Vanberg, je crois que les pilotes se valent à peu près là, Marc. Oui, absolument. Oui. La différence se fait ensuite au niveau du moteur, des moyens également financiers, puisque la 205 du groupement des concessionnaires Peugeot bénéficie d'un budget très important. Paul Chateau a peut-être un petit peu de moins de moyens. Son sponsor Grelet essaye de suivre un petit peu. C'est un peu la course à l'armement, mais effectivement, ce sont deux voitures qui techniquement se valent. Ce sont deux anciennes groupées du championnat du monde des rallyes et qui sont venus trouver refuge dans le rallycross, puisque c'est aujourd'hui la seule discipline en France qui permet de voir évoluer ces anciens monstres du rallye. Et vous comprenez maintenant pourquoi François Dumas réalise sous vos yeux un petit exploit, car jusqu'à présent, eh bien, il était dominé régulièrement par Vanberg et Chateau. Ces voitures, ces Porsche, vous avez énormément impressionné lors du début du championnat. Et puis, après, ils avaient un peu disparu. Et là, bien, Vanberg s'est imposé devant Dumas qui a pris la deuxième place. Et troisième, Paul Chateau. Philippe Vanberg qui est d'ores et déjà assuré du titre de champion de France. Et puis derrière, eh bien, il y aura sûrement Paul Chateau. Et juste derrière, François Dumas. Un petit ralenti pour vous montrer encore une fois cette 205 Turbo Evolution 2, 540 chevaux, 8 victoires en rallycross. Et un passage dans les rallyes inoubliable, car elle aura marqué des générations non seulement de pilotes, de mécaniciens, mais aussi de spectateurs et de téléspectateurs, car on l'a souvent vu lors des championnats du monde de rallye. Alors, on voit très bien le travail phénoménal qu'il y a de la part du pilote Philippe Vanberg. On voit ce volant qui est toujours en mouvement et toujours en train de corriger ses trajectoires. C'est quelque chose d'assez épuisant. Et c'est quelque chose de sublime à regarder, en tous les cas pour tous ceux qui aiment le pilotage et qui aiment le sport automobile. Et bien voilà, c'était Jean-Jacques Bray, Marc Desmar, Loïc Mathieu en direct depuis l'OEA Cambreton.